Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui avec cette vidéo, on va débuter la dernière partie de cours sur les lois densité et donc on va passer notre temps sur la loi normale. Mais avant d'attaquer sur la loi normale, dont je vous ai déjà parlé très vaguement, très rapidement, on va faire une petite activité, histoire d'introduire un petit peu cette notion-là. Alors la petite activité qu'on va faire, on va revenir à un cas de loi binomiale qu'on a l'habitude de voir. On va faire sur la calculatrice apparaître les résultats d'une loi binomiale, deux paramètres, 20 et 0,5. Alors pourquoi 20 et 0,5? Parce qu'en fait on pourrait modéliser avec ça 20 lancers successifs d'une pièce équilibrée. Donc on va prendre x qui sera une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,5. Donc je rappelle, ça serait pour une pièce équilibrée qu'on lancerait 20 fois de suite. Alors, un petit rappel par rapport à la calculatrice pour obtenir ces résultats. Donc vous allez dans le menu statistique, voilà, je vous remontre. Donc là vous avez les colonnes liste 1, liste 2. Donc un petit rappel, dans la liste 1, on va mettre les numéros de succès. Donc je vous rappelle que la loi de probabilité complète, ça va être pour 0 succès, 1 succès, 2 succès, etc. etc. Donc on va faire 0, 1, 2, etc. etc. jusqu'à 20. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Voilà, on y est presque. Voilà. Là, je suis allé un petit peu vite, j'ai mis 199 au lieu de 19. Voilà, donc là, on a nos nombres de succès. Alors, le succès peut être obtenir pile ou obtenir face, hein, on s'en fiche, puisqu'on a dit qu'au départ, c'était une pièce équilibrée, donc avec de la proba de 0,505. Bon. Alors, maintenant, on va faire apparaître dans la liste 2 les P de X égale les valeurs qui sont dans la liste 1. Ça, on l'a fait l'année dernière, je vous rappelle quand même la commande. Donc, il faut aller dans dist. Normalement, c'est en bas à droite dans votre menu habituel, en bas de l'écran. Ça doit être F5, donc dist. Et puis binomial. Donc on va aller dans binomial. Et là, un petit rappel, BCD. Le petit c, c'est pour cumuler, c'est les probas cumulés. Et là, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut chaque proba à part, hein. Donc on va faire BPD pour les probas directement. Donc on vous demande où sont les données. Donc on va laisser data list et liste 1, parce qu'en fait elle va aller piocher la calculatrice les valeurs de x dans les cases de la liste 1, donc p de x égale 0, p de x égale 1, etc. qu'on a complété juste avant. Nombre d'essais 20, non-trial, hein, c'est le n. P égale 0,5 pour nous, on rentre 0,5. Save res, sauver les résultats, sauvegarder les résultats, donc oui dans la liste 2. Si vous n'avez rien, je rappelle qu'en bas de l'écran, vous avez liste de entrée, donc voilà. Et on fait entrée, ou alors on va sur exécuter et on fait entrée également. Voilà, donc là, il vous donne les résultats. On ne va pas regarder tout de suite cet écran, c'est pas celui-là qui nous intéresse, on va faire exit. Et encore exit. Et là, on revient donc à notre écran de base, voilà, du mode stat, avec en face nos probabilités. Donc la P de x égale 0, et bien la probabilité de P de x égale 0, c'est 9,5 fois 10 puissance moins 7. Donc en fait, c'est 9 qui est le septième chiffre après la virgule, hein, c'est un petit rappel, c'est une écriture scientifique. Alors forcément, c'est une toute petite probabilité. Plus on avance, plus les probabilités augmentent. Et puis après, ça redescend un petit peu jusqu'à P de x égale 20, qui est très petite elle aussi. Bon, alors jusque-là, c'est bien. Bien, on y retourne. Alors, vous avez ici donc tous vos résultats. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On va essayer de représenter un diagramme en barre dans lequel on va avoir en abscisse les nombres de succès de 0 à 20. Et en ordonnée, en fait, on va avoir nos probabilités. Donc là, si on résume un petit peu, en abscisse, ici, on aurait les nombres de succès x. Et là, la probabilité de succès. Donc x égale i, un petit rappel, hein, avec 0, 1, 2, etc. jusqu'à 19 et 20. Ici, p de x égale i. Et on va demander à la calculatrice de faire ce diagramme. Donc là, on va bien sûr utiliser le mode graphe cette fois-ci et non plus le mode calque. Donc un petit rappel, de base dans votre menu statistique, vous allez cette fois-ci aller dans F1, le menu graphe. Bien.
Et on va lui demander un diagramme en barre. Alors, on va aller dans Set, les réglages, et puis Graph Type. Alors, Graph Type, il y en a plein. Ce qui va se rapprocher plus du diagramme en barre, c'est ce que la calculatrice, elle, appelle l'histogramme. Donc, hist, vous avez plein de types qui existent, hein. Je rappelle que si vous voulez un type particulier, il faut que ça soit en bas de l'écran. Donc là, vous voyez en bas de l'écran, moi, je n'ai pas le hist. Je vais donc faire F6 jusqu'à ce que je vois F6 qui apparaît. Et hist, il est là. Bien. La X-list, c'est la liste 1, pas de problème. Frequency, c'est la liste 2, pas de problème non plus. Donc là, après, les histoires de couleurs, ça dépend de la calculatrice, mais ça ne nous intéresse pas. On fait entrer. On va faire graphe 1. Et là, par contre, attention, il faut quand même compléter ici. Start, 0, on commence à x égale 0, et width, qui est la largeur, c'est 1. Bien sûr, on compte de 1 en 1. Donc là, si vous n'avez pas 0 et 1, bah, vous faites en sorte d'avoir 0 et 1, et on fait exé. Et voilà ce qui apparaît. Donc je vais le résumer, moi, très rapidement sur ce petit tableau. Donc voilà. Donc là, on n'est pas à 19 et 20, hein, bien sûr. Là, c'est quelque chose qui est fait très rapidement, très grossièrement à la main. Hop. Et voilà. Bien. Et on remarque qu'il y a une forme quand même un peu particulière. On remarque en fait déjà une symétrie. Une symétrie par rapport à pas n'importe quelle valeur, une symétrie par rapport à la médiane de nos valeurs en fait. Si vous regardez bien, la médiane de 0 à 20, c'est 11. Et si vous faites Shift Trace, comme si vous étiez avec un graphique de courbe, eh bien vous verrez que notre colonne qui correspond ici, alors c'est 10, je me suis planté, donc c'est 10. Pour P de x égale 10, et bien en fait on a cette symétrie un petit peu. Donc là, on a, j'ai envie de dire, un graphique qui va nous montrer en fait la répartition des probabilités en fait quand on lance une pièce équilibrée 20 fois de suite. Voilà la répartition des probabilités et on sait tout de suite que la plus forte probabilité c'est la probabilité d'avoir 10. Je rappelle que c'est un peu logique en fait, c'est avoir 10 piles quand on lance 20 fois une pièce. C'est ce nombre de succès là, 10 piles, qui va avoir le plus de combinaisons possibles. Donc ça c'est assez logique. Bon, alors là, bon, on peut se dire très bien, on voit pas trop encore à quoi ça nous mène. On peut encore retenter l'histoire avec, par exemple, cette fois-ci, non plus 20, mais 30 lancés. Juste pour voir, par curiosité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient en arrière, on va augmenter notre liste 1, mais cette fois-ci on va aller jusqu'à 30. Donc on y va. Bien, jusqu'à 30. Je vais faire exit pour revenir dans le menu dist et je vais refaire les commandes de tout à l'heure. Donc binomial, BPD, liste 1, cette fois-ci non-trial ça sera 30. Et puis je vais rester avec 0,5. Exécuter, je fais exit, et je reviens avec toutes mes colonnes qui sont remplies. Donc je refais graphe. Du coup je vais refaire graphe 1 directement puisque c'est déjà réglé comme il faut. Graphe 1, 0, 1, pas de problème, je fais entrer. Et tiens, voici ce qui se passe, mais cette fois-ci, quand on lance la pièce, 30 fois de suite. Et on commence à se dire, tiens, c'est quand même assez curieux, puisque on garde quand même cette forme assez curieuse, avec des probabilités qui augmentent au fur et à mesure, une probabilité maximale qui est aussi fait une espèce d'axe de symétrie, hein, pour cette distribution-là. Et puis, on voit que ça redescend un petit peu. Bon, là, on commence à voir qu'il y a quand même une espèce de forme générale qui se dessine. Alors, puisqu'on est curieux et puis qu'on a encore un petit peu de temps, eh ben, on va tenter ça pour 40 lancés. Allez, on recommence. 40 lancés, 31, 32, etc. Moi, je reviens sur exit, dist, binomial, BPD. Cette fois-ci, je mets 40. Et je recommence tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Je reviens sur le graphe. Je refais graphe 1. Je refais entrée. Et voilà. Avec 40 lancés, ce qui se passe, eh bien, on a encore une fois cette forme-là qui se dessine. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus on va augmenter le nombre de lancers, plus on aura de colonnes, bien sûr, mais cette forme-là va rester. Et on voit tout de suite ce qui se passe, c'est que
plus on aura de colonnes, finalement, plus on pourra approcher cette distribution avec une courbe. Une courbe qui ne va pas être n'importe comment, une courbe en cloche, que vous avez peut-être déjà vue dans d'autres matières comme la SES ou l'histoire-géographie. Et cette courbe en cloche, en fait, va représenter une distribution qu'on va appeler une distribution normale. Pourquoi une distribution normale? Puisque en fait, c'est ce qu'il est normal d'observer dans des cas d'équiprobabilité, par exemple. Et quand on fait par exemple un sondage, les résultats, vous verrez, ont tendance à suivre cette répartition normale. Cette courbe-là qui est en rouge n'est pas n'importe laquelle, c'est une courbe qui a été découverte par un mathématicien assez célèbre, et d'ailleurs le nom vous le connaissez déjà depuis au moins l'année dernière. Ça, c'est la courbe de Gauss. Gauss, le même Gauss qui a inventé, enfin qui a découvert la formule de la somme des suites arithmétiques, qui a fait tout un tas de choses voilà, en mathématiques, et eh bien c'est lui qui a le premier découvert cette forme-là générale, et donc cette courbe-là s'appelle une courbe de Gauss. Et cette courbe de Gauss en fait va venir représenter les répartitions en fait des probabilités. Bien, alors nous allons maintenant passer à la partie cours en elle-même. Donc, on va enchaîner avec, si je ne me trompe pas, le grand 3. Le grand 3 qui va être la loi normale centrée réduite. Et il y a deux types de lois normales qu'on va voir cette année. On va commencer par celle-ci, loi normale centrée réduite. Voilà. Alors, cette loi normale centrée réduite, c'est, on va dire, un petit peu l'équivalent d'une fonction de référence. Un petit peu comme la fonction carré est une fonction de référence pour les fonctions polynômes de degré 2. On va dire que cette loi normale centrée réduite est plus ou moins une loi de référence par rapport aux autres lois normales. Il existe une infinité de lois normales possibles. Alors, la loi normale centrée réduite, c'est une loi à densité, donc, qui fonctionne exactement comme les autres lois à densité. On a donc une fonction de densité. Si on veut calculer la probabilité que la variable x soit comprise entre deux valeurs a et b, eh bien on calcule l'intégrale de a à b de cette fonction-là. La petite différence, c'est que la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, eh bien, elle est définie sur R. Donc on n'est pas défini sur un intervalle AB classique, mais défini carrément sur R. Alors, on attaque avec définition. Définition. La loi normale centrée réduite, la loi normale centrée réduite et la loi EEST, la loi de probabilité et la loi de probabilité dont la fonction de densité f est définie sur R par deux points. Donc, la loi normale centrée réduite et la loi de probabilité dont la fonction de densité f est définie sur R par, et là on va prendre le rouge et on va écrire cette fonction-là. F de x égale. Alors, attention, elle est un petit peu compliquée la formule, donc déjà ça commence avec une fraction, c'est 1 sur racine de 2pi. Le pi est aussi sous la racine carrée. 1 sur racine de 2pi. Exponentielle de moins x carré sur 2. Voilà. Ça, c'est la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Alors, on peut déjà prendre le mode graphique de la calculatrice pour tracer cette fonction-là et puis voir si ça me donne bien une courbe type courbe de Gauss. Donc on allume la calculatrice et on va dans le menu graphique. Voilà. Donc je vais vérifier déjà que mon vWindow est bien réglé en écran initial.
Voilà. Et puis, donc, je vais taper cette fonction-là. Donc, on y va. 1 sur racine carrée de 2pi. On pense bien mettre le pi aussi dans la racine carrée. Je sors de la fraction, et puis là, je mets exponentielle de, alors, moins fraction, x carré, le tout sur 2. Voilà, je me rapproche un petit peu, ce que vous devez avoir. Et donc, on va tracer cette fonction-là. Hop. Et là, voilà. Alors, on va faire un petit zoom, puisque là, on est un petit peu loin. Alors là, à l'œil, on va dire que on va prendre un x-min qui va être moins 2,5, un x-max qui va être 2,5. Et puis manifestement, là, on n'a pas besoin des négatifs pour les y, donc on va prendre des y, on va dire de moins 0,2 jusqu'à 1. Et puis ça devrait aller. Donc on fait Shift V window, je redis, moins 2,5 pour x-min, 2,5 pour x-max, moins 0,2, on va dire, pour y-min, pas besoin de beaucoup dans les négatifs, 1 pour y-max, on fait entrer, on trace. Ah, là, je la vois un petit peu mieux. Effectivement, on a une courbe type courbe de Gauss, alors qui n'est pas, voilà, il n'y a pas un gros pic pour cette courbe-là, mais voilà, ça, c'est donc la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Et de la même façon que les autres fonctions de densité et que les autres lois de densité, eh bien, la probabilité que x soit compris entre a et b, ça va se calculer de la même manière. Alors on va quand même très rapidement recopier ce qu'on a sur l'écran de la calculatrice ici. Alors vous, vous prendrez le temps de le faire de façon un peu plus précise. Voilà, moi je fais forcément un petit peu moins précis puisque c'est sur le tableau. Voilà. Alors, vous prenez, n'hésitez pas à prendre le mode trace de la calculatrice, vous prenez quelques valeurs. Par exemple, on a le point 0 et environ 0,4. Voilà. Pas la peine de prendre beaucoup de points. Vous pouvez prendre 0, 1, 2 et puis moins 1, moins 2. Voilà. Donc là, 1, je vous spoil un petit peu tout ça, j'ai environ 0,24. Donc voilà. Et puis pour 2, j'ai environ 0,05, donc on est à un demi-millimètre au-dessus de l'axe. Voilà. Et en fait, si vous regardez avec le mode trace, on se rend compte qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Cette fonction est symétrique. On pouvait s'en douter parce qu'il y avait un x carré et uniquement un x carré dans la formule. Et vous savez que x carré est une fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et même si on rajoute une exponentielle, une fraction ou autre chose, eh bien, étant donné qu'on n'a qu'un x carré dans cette formule et qu'on n'a pas d'autres x qui se baladent, eh bien, on va garder cette espèce de symétrie. C'est normal. Donc, on va retrouver les mêmes points de l'autre côté. Et puis, on va tracer en rouge notre belle courbe de Gauss. Voilà. Et nous avons la courbe de la loi normale centrée réduite. Voilà, qui n'est pas une parabole, je le précise, même si par ici ça ressemblerait presque à une parabole. Là, vous voyez très bien qu'une parabole ne se comporte pas comme ça. Voilà. Bien, alors maintenant, cette loi normale centrée réduite. Il y a donc une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Au niveau des calculs, eh bien, on va faire des petits exemples de calculs là-dessus, mais les calculs s'écrivent de la même façon et se calculent de la même façon que les autres lois à densité. Donc un petit exemple. Deux petits exemples, on va dire. Donc x suit. Alors je vais vous donner la notation. La loi normale centrée réduite, elle se note grand N, 0, 1. Voilà. Donc ça, on va en profiter pour le souligner en rouge. Ça, c'est la loi normale centrée réduite. On verra un petit peu plus tard le rôle du 0 et du 1. C'est prévu. Donc, on souligne. Et je vais vous demander, avant de vous donner la réponse, d'essayer de calculer par vous-même la probabilité que x soit compris entre moins 1
et 2. Et je vais vous laisser chercher un petit peu. Alors, je vais vous laisser chercher, mais vous mettez pause sur la vidéo. Et puis moi, je vais commencer à écrire la réponse à côté. Donc, je vous rappelle quand même que cette probabilité qu'on veut calculer, c'est une intégrale. Hein, c'est l'intégrale de la fonction de densité entre moins 1 et 2. Donc, je vais déjà écrire la notation d'un point de vue intégral. Là, c'est l'autre côté du égal qui est ici. Donc, j'écris ma formule de fonction de densité. Et voilà ce que je vous demande de calculer. Vous pouvez mettre pause et essayer de chercher un petit peu à la main, calculer cette intégrale. Bien, normalement, vous avez dû arrêter la pause et puis remettre la vidéo, puisque, si je ne me trompe pas, vous avez quand même dû bien galérer pour arriver à calculer cette intégrale. Et peut-être que vous êtes arrivé à un résultat. Vous avez peut-être trouvé un résultat. Bon, eh ben, laissez-moi vous dire que ce résultat est faux si vous avez essayé de le faire à la main, puisque la bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, c'est que ce n'est pas calculable. On ne peut pas trouver de primitive de cette fonction-là. Elle fait partie des quelques fonctions mathématiques pour lesquelles la primitive n'est pas trouvable, ce n'est absolument pas faisable pour vous. Donc vous ne pouvez pas calculer ces probabilités, vous ne pouvez pas calculer ces intégrales à la main. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, puisque vous devinez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ça, ça va se faire à la calculatrice. Alors attention, ça va se faire à la calculatrice, mais ça ne va pas se faire avec la commande d'intégrale, puisque si vous tapez la commande d'intégrale, la calculatrice ne sera pas plus capable que vous de calculer directement cette intégrale. Non, il va falloir qu'on passe par un autre système, une autre programmation qui est prévue dans la calculatrice, mais qui va se faire dans le mode stat. Donc là, ce qu'on va mettre ici, ce sont les commandes de calculatrice. Il faut vraiment les écrire dans la partie courte, puisque ça va être la seule façon pour vous de calculer des probabilités en voie normale. Donc là, hop, un gros panneau, attention. La primitive de cette fonction ne peut être trouvée. La primitive de cette fonction ne peut être trouvée. Donc, comment on va faire pour calculer ceci? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les commandes en même temps à la calculatrice, et puis on les écrira après. Bien. Alors, on va venir réutiliser le menu statistique, celui où vous faites vos calculs statistiques habituels. Bien. Celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour la loi binomiale. Dans votre menu statistique de base, donc là, j'ai effacé les listes, vous remarquez que on a toujours notre commande dist, celle dont on s'est servi pour la loi binomiale tout à l'heure. Eh bien, je vais retourner sur dist, F5, et là, dans les premiers choix, j'ai un norme tout à gauche. Norme pour loi normale. Bien. Donc j'appuie sur norme, et il faut savoir, donc là il y a plusieurs commandes qui existent, la commande qui va nous intéresser, nous, c'est la commande ncd. Donc on va appuyer sur ncd qui est F2. Voilà. Alors voilà ce qu'on me demande. Il y a plusieurs lignes qui apparaissent. Là, je vais pré-remplir avec des zéros. Voilà, je vais mettre des zéros partout. La première ligne qui est là, data. Il faut savoir que si vous avez un list, ça n'ira pas. Il ne faut pas que ce soit list, il faut que ce soit variable. Donc si ce n'est pas marqué var ou variable, eh bien vous appuyez sur F2, et là vous avez le variable qui apparaît. Et on va donc remplir tout ça. Alors, vous avez lower et upper, vous remarquerez l'accent anglais au passage. Lower et upper, ce sont les bornes inférieures et supérieures de notre intégrale. Alors comme là, je vous demande de me calculer l'intégrale de moins 1 à 2, eh bien lower, ça va être moins 1, upper, ça va être 2, et puis là, on a deux symboles, deux lettres grecques que vous connaissez, le sigma, d'accord, et le mu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sigma et le mu, eh bien, c'est là qu'interviennent le 0 et le 1 qui sont écrits ici. On commence toujours par le mu et le sigma juste après. Précisément, c'est sigma carré, mais on verra un petit peu plus tard. Donc là, ça veut dire que
Pour le sigma, pour la loi normale centrée réduite, vous remplissez avec un 1 et on fait entrer. Et le mu, il faut que ce soit un 0. Voilà, bon, c'était déjà le cas. Et je fais entrer. Et j'ai ma probabilité qui va s'afficher ici. Donc là, je peux la recopier directement. Vous n'avez pas à détailler comment vous avez fait. Vous pouvez donner directement votre résultat. Alors si on veut que ce soit assez précis, on peut donner à 3 chiffres après la virgule. Donc on a un résultat qui va être d'environ 0,819. Alors je vais réécrire toutes ces commandes-là ici. Donc, calculatrice. Menu stat. Alors, on fait la commande dist qui correspond à F5. Puis on fait la commande norm qui correspond à F1. Puis on fait la commande ncd qui correspond à F2. Bien. Donc, une fois qu'on a fait ces 3 commandes à la suite, on arrive dans notre petit menu de réglage. Je vais vous réécrire les lignes qui doivent être réglées sur l'écran de votre calculatrice. Donc, il nous faut la première ligne qui va être data, qui doit être variable, ou var. Lower, upper, ce sont les bornes de l'intégrale. Borne de l'intégrale. Ensuite, vous avez le sigma qui va être toujours 1. Pour la loi normale centrée réduite, ça ne changera jamais. Et le mu qui sera toujours 0. Ce sont nos 0,1 de notre notation tout à l'heure, grand N 0,1. Voilà. Donc voilà ce que vous devez avoir sur l'écran de votre calculatrice. Et si vous avez bien réglé ça, eh bien on va avoir notre réponse qui est P que moins 1 soit inférieur à x, qui soit inférieur à 2, et d'environ, donc on l'a dit, c'était 0,819. Et voilà. Bien. Donc voilà comment on calcule les probabilités avec la loi normale centrée réduite. 0,819 c'est quand même une forte probabilité, c'est presque 82% de probabilité. Je reviens quand même à mon graphe de ma fonction. Je rappelle que le graphe de la fonction il est là. La probabilité que ma variable soit entre moins 1 et 2, si vous regardez bien, moi je cache ça et ça. Si vous regardez, on a quand même une bonne partie de l'aire totale de la courbe. Donc c'est normal d'avoir une probabilité qui soit quand même assez proche de 1. On a quand même une bonne partie de l'intégrale complète. Bien. Il y a une autre petite probabilité pour laquelle il y a un petit réglage particulier pour la loi normale centrée réduite. Donc je vais vous redonner un deuxième petit exemple. Je ne sais pas si j'avais fait un petit point pour le premier, mais là on va faire un petit point pour le deuxième. Deuxième exemple, on va calculer cette fois-ci la probabilité que x, la variable, soit inférieure à 0. Bien. Alors la probabilité que la variable soit inférieure à 0. Je rappelle que quand on a un seul nombre, eh bien, il faut quand même encadrer le x pour savoir quelles sont les bornes de l'intégrale. Et si on réfléchit 2 secondes, x au maximum peut valoir 0, mais par contre ma fonction de densité est définie sur R. C'est-à-dire que x ne peut pas avoir de minimum. Donc x, elle va être compris entre moins l'infini et 0. Et donc à ce moment-là, si vous n'avez qu'un seul nombre, il faut savoir que vous allez avoir un infini quelque part. Si c'est x supérieur à 0, valeur minimale de x, ça sera 0, valeur maximale, ça sera plus l'infini. X inférieur à 0, ça veut dire que au maximum, x peut valoir 0. Mais par contre, je vais aller jusqu'à moins l'infini. Et puis de ma fonction, alors je remets f de x dx, c'est ma fonction de densité de la loi normale centrée réduite, c'est celle-ci. La seule différence, c'est que mes bornes ont changé. Je n'ai plus moins 1 et 2, mais cette fois-ci mes bornes, c'est moins l'infini et 0. Et là du coup, il y a quand même une petite adaptation à faire, puisque ma calculatrice ne sera pas capable de prendre en compte le moins l'infini dans cette suite de commandes. Donc, je vais vous remontrer, et on va le faire ensemble. On revient sur le menu stat. Voilà.
Alors vous remarquerez qu'elle garde des réponses, pour ça c'est pas bien grave. Donc on refait les mêmes commandes, dist, norm, ncd, là je suis déjà en variable. Donc upper, je sais que ça va être 0. Et lower, alors lower, bah, je n'ai pas normalement de borne inférieure. Normalement il faudrait que ça soit moins l'infini. Mais la calculatrice ne va pas être capable de calculer si on lui donne moins l'infini. Alors on va ruser. Et on va se rappeler la forme de cette courbe de notre fonction de densité, qui est quand même déjà très très proche de 0 quand on arrive à x égale 2. Je vous rappelle que l'image de 2 pour cette fonction de densité, c'est 0,05. Donc c'est tout petit. Donc du coup, ce qu'on va dire, c'est qu'on va peut-être pas prendre moins l'infini, mais on peut peut-être donner un très grand nombre dans les négatifs, d'accord, qui serait du coup quand même un nombre, mais qui nous permettrait de nous rapprocher correctement de la valeur de la probabilité qu'on aurait si on pouvait mettre moins l'infini. Et là, généralement, il est admis, il est autorisé qu'on mette comme grand nombre, eh bien, tout simplement à la place de moins l'infini, on va mettre moins 10 puissance 99, c'est-à-dire moins 1 et 99 zéros derrière. Les machines actuelles sont capables de calculer avec ce nombre-là. Donc, on va écrire moins 10, chapeau, 99 et entrée. Alors là, il vous l'écrira en écriture scientifique, mais on va considérer que c'est un bon remplacement pour le moins l'infini. Et je vais faire entrer. Et j'ai quand même mon calcul qui est fait. Alors le résultat va être un peu étonnant, mais justement j'ai fait exprès. Donc je remets ici les commandes. Donc je rappelle, quand vous avez deux bornes, lower c'est la borne du bas, upper c'est la borne du haut de l'intégrale. Quand vous n'avez qu'une seule borne, vous allez avoir un infini. Mais dans la calculatrice, si on rentre donc data, toujours variable, si on rentre lower moins 10 puissance 99, d'accord, ça va remplacer le moins l'infini. Upper, ça sera 0. Sigma toujours 1, mu toujours 0. Alors les puristes pourront dire oui, mais étant donné que c'est moins 10 puissance 99 au lieu de moins l'infini, bah, on n'a quand même pas tout à fait la probabilité qu'on attendait. Alors oui, effectivement, on n'a pas tout à fait la probabilité qu'on attendait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la différence dans les deux probabilités, elle va se trouver peut-être au niveau du 50e chiffre, 60e chiffre après la virgule, donc bien au-delà de la précision qu'on nous demande au quotidien. Donc nous, pour la précision dont on a besoin dans nos exercices, qui va être au maximum avec 4-5 chiffres après la virgule, c'est tout à fait suffisant. Donc là, on ne se prend plus la tête. Si vous avez moins l'infini à mettre, eh bien vous mettrez moins 10 puissance 99. Si vous avez un plus l'infini à mettre, eh bien vous mettrez en upper un 10 puissance 99. Et ma réponse, qui est assez étonnante, mais qu'on peut comprendre, c'est que ma probabilité que x soit strictement inférieur à 0, et bien là vous avez remarqué qu'on a un résultat pile qui est 0,5. Alors, assez étonnant, mais pas tant que ça. Là, encore une fois, si on revient à la courbe de la fonction de densité, regardez bien, je l'ai dit, cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Eh bien, ça veut dire que à gauche de l'axe des ordonnées, j'ai exactement la moitié de l'aire totale. Donc ça veut dire que ma probabilité est bien 0,5. C'est logique. Voilà, on a fait ce qu'il y avait à savoir sur la loi normale centrée réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a juste pas parlé de l'espérance. L'espérance est assez facile à trouver. L'espérance, en fait, je vais vous la donner directement. Elle est de 0. Remarque en rouge. E de x égale 0. Bien. C'est assez facile à comprendre. Toujours graphiquement, puisqu'il y a une symétrie. On a donc globalement à peu près autant de probabilités d'obtenir une variable qui soit négative que d'obtenir une variable qui soit positive. Donc si on recommence un grand nombre de fois l'expérience, eh bien on aura en moyenne, on pourra espérer obtenir à peu près autant de variables négatives que de variables positives avec les mêmes valeurs. Ce qui veut dire qu'elles vont toutes finir par s'annuler les unes les autres. Et donc on aura globalement, sur un grand nombre de tentatives, une valeur moyenne qui sera 0 à cause de cette symétrie. Voilà.
Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la loi normale centrée réduite. Bien, alors, on en voit la fin, dernière partie de cours. Loi normale. Alors, vous voyez que j'ai mis la notation de la loi normale, donc grand N en cursif, mu, sigma carré. Alors, je rappelle, mu, en fait, ça va représenter l'espérance. Sigma, c'est l'écart type. Sigma au carré, écart type au carré, ça va donc être la variance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la présentation de la loi normale, en fait, on donne n, l'espérance, et l'écart type au carré ou la variance. Bien. Alors, on va passer sur la définition. On va partir sur la définition qui va être à peu près la même que celle de la loi normale centrée réduite, donc définition. Mais on va commencer par contre cette fois-ci en parlant de nos deux réels qui sont mu et sigma. Bien. Donc, soit mu, un nombre réel, donc n'importe lequel, et soit sigma, un réel, strictement positif par contre. Bien. Soit mu, un nombre réel, et soit sigma, un réel strictement positif. Bien. La loi normale. Donc, grand N, parenthèse, mu, sigma carré. C'est la façon qu'on a de la noter. Donc, d'espérance, mu, et d'écart type, sigma, a pour fonction de densité sur R, deux points. Donc, on reprend, soit mu, un nombre réel, soit sigma, un réel strictement positif. La loi normale grand N de mu sigma carré d'espérance mu et d'écart type sigma a pour fonction de densité sur R. Et donc on va présenter un petit peu de la même façon que la loi normale centrée réduite. On va donner la fonction de densité. Donc grand F de x égale. Alors attention, elle est un tout petit peu plus compliquée que la loi normale centrée réduite. On retrouve cette fraction quand même au début avec un 1 sur, il y a le racine carrée de 2pi, mais avant le racine carrée de 2pi, vous avez le sigma qui est là. Donc déjà la fraction c'est 1 sur sigma racine de 2pi. Bien. Exponentielle. Dans l'exponentielle, là aussi, ça complexifie un petit peu la notation. On a le moins 1 demi, on retrouve quand même le moins, et puis le 2 en dénominateur. Par contre, le moins 1 demi, on le met à part, et on a une parenthèse. Et dans cette parenthèse, on a x moins mu, le tout sur sigma, et tout ça au carré. Alors je sais que c'est pas très joli, mais dites-vous que vous n'aurez pas beaucoup à l'écrire. Donc je reprends 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi, x moins mu, le tout sur sigma et le tout au carré. Ça, c'est la fonction de densité de ma loi normale. Deux paramètres, mu et sigma. Bien. Alors, on va là aussi faire juste des petites courbes très rapidement. Et en fait, en faisant ces petites courbes, déjà d'une, on va vérifier si ce sont bien des courbes de Gauss. Et de deux, ça va nous permettre également de faire le lien avec cette loi normale centrée réduite. Donc, on va, comme exemple, prendre, alors on va pas recopier bien sûr hein, les formules complètes, je vais vous donner moi plutôt des valeurs de mu et de sigma, et puis sur votre calculatrice, vous allez taper avec les mu et les sigma correspondants. Bien. Alors on va prendre un premier exemple pour mu égale 1 et sigma égale 1 là aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons revenir à notre mode graphique. Voilà, alors j'avais encore en mémoire la fonction de la loi de densité de la loi normale centrée réduite. Donc à la rigueur, je peux peut-être conserver cette fraction-là. Par contre, en dessous, à côté du racine de 2pi, je vais mettre mon 1. Ça ne change pas grand-chose, mais bon, ça va me permettre de savoir que mon sigma est là. Et puis là-haut, je vais modifier un petit peu. Donc là,
J'enlève le x carré de ma fraction pour mettre juste le 1. Voilà, moins 1 demi. Je suis toujours dans l'exponentielle, je vais à côté de cette fraction. Donc j'ouvre une parenthèse, je mets une fraction, et je tape donc x moins 1, puisque mon mu vaut 1. Le tout sur 1, puisque mon sigma vaut 1 également. Je referme cette parenthèse et je mets un carré. Voilà la fonction correspondante. Et donc je la trace. J'ai gardé l'écran de tout à l'heure. Ah, je vois que là, par rapport à ma courbe de la loi normale centrée réduite, il y a une petite différence. Et là, on comprend bien dans le mot. C'est pas une loi normale centrée. Le mot centré, dans la loi normale centrée réduite, veut dire que notre axe de symétrie est notre axe des ordonnées. Et bien là, on voit qu'on a effectivement quand même une courbe de Gauss, mais l'axe de symétrie n'est plus l'axe des ordonnées. L'axe de symétrie, en fait, est la droite verticale d'équation x égale 1. Voilà, vous voyez. Bon, on va la garder à l'écran et on va en tracer une autre. Et on va faire dans une autre couleur. Cette fois-ci, on va prendre un mu égale 1 également. Par contre, on va prendre un sigma de 0,5. Donc, on garde la première fonction, on fait exit, on va à la ligne du dessous et on va taper une autre. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais il faut quand même le faire. Donc 0,5 racine carrée de 2pi. Voilà. À côté, exponentielle, toujours le moins 1 demi. J'ouvre une parenthèse, fraction. Là-haut, je fais encore x moins 1. Le tout cette fois-ci sur 0,5 puisque j'ai changé le sigma. Je ferme la parenthèse, je mets au carré. Et voilà ma deuxième. Donc, hop, je trace les deux. Et là, on commence à observer quelque chose d'intéressant. On a toujours le même axe de symétrie, mais la forme globale a changé un petit peu. Mon axe de symétrie, du coup, on devine que la chose qui n'a pas changé entre les deux, c'est le mu. Donc déjà, quel est le rôle du mu sur ma courbe de Gauss? Eh bien, le mu va être l'espérance. Le mu va donner, en fait, la position de l'axe de symétrie de la courbe de Gauss. Donc là, vous avez deux courbes de Gauss avec le même axe de symétrie et qui correspond à mu égale 1, en fait. Bien. Et du coup, on comprend le rôle du sigma. Le sigma, lui, va influer sur la forme de la courbe. Il faut revenir à ce que c'est qu'un écart-type. Je rappelle qu'un écart-type, c'est un paramètre de dispersion. Un paramètre de dispersion, ça veut dire que plus il est gros, plus les valeurs sont éclatées autour de la moyenne en stats, mais donc autour de l'espérance en probabilité. Et plus sigma est petit, plus les valeurs vont être resserrées autour de l'espérance. Et donc, du coup, si vous observez bien ces deux courbes, la courbe bleue, qui pour moi a un sigma plus grand, eh bien, je vois bien que les probabilités sont un peu plus éloignées, un peu plus réparties, un peu plus éclatées autour de mu, alors que pour la courbe rouge avec un sigma plus petit, les probabilités sont plus concentrées autour de mu, mais du coup, le fait qu'elles soient plus concentrées, eh bien, ce rassemblement de probabilités autour de la moyenne fait que le pic est plus grand. On va tenter une dernière fois, toujours avec le même mu, mais avec un sigma plus grand que 1 cette fois-ci, histoire de comparer. Donc, on va prendre en noir un mu qui vaut 1 et un sigma qui vaut 1,25. Voilà. Donc, hop, je fais ma troisième fonction, on va toutes les garder. Donc, je recommence. Je rappelle que en faisant Shift Clip, vous avez un copier-coller sur votre calculatrice et en bas vous avez copie. Du coup, ça permet directement, quand on va dans l'autre fonction, de faire Shift Paste. Ça colle la formule et on n'a plus qu'à aller modifier un petit peu ce qu'on veut modifier. Donc là, j'ai 1,25 et en bas de la fraction là-bas, j'ai aussi 1,25. Je vais gagner un petit peu de temps. Et voilà. Alors, voilà ma troisième courbe. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la courbe verte. Donc toujours le même axe de symétrie autour de la droite verticale, x égale 1, hein, qui correspond toujours à mon espérance. Par contre, vous voyez que la droite verte, elle a un écart-type un petit peu plus grand. Les probabilités sont donc plus dispersées, plus réparties. La courbe est donc un peu plus aplanie par rapport à la courbe bleue.
Et du coup, je pense que ça fait écho à quelque chose que vous avez entendu là dernièrement par rapport au début du confinement, où on parlait d'aplanir cette fameuse courbe des cas en réanimation, qui était d'ailleurs, je vous ferai remarquer au passage, une courbe de Gauss. Et le but était d'aplanir cette courbe de Gauss, c'est-à-dire d'augmenter l'écart type sigma de cette répartition du nombre de malades. Voilà. Et vous voyez là également, vous commencez à comprendre pourquoi les courbes de Gauss sont quand même très très utilisées, puisqu'elles correspondent à énormément de cas concrets, d'études concrètes qu'on fait en stats et en probabilité. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, je ne vais pas le faire là moi, mais je vais vous demander de garder une petite place pour retracer, recopier, en respectant un code couleur, ces trois courbes-là. Voilà. Vous pouvez vous aider de votre calculatrice. Sinon, s'il le faut, vous m'enverrez un petit mail et puis j'essaierai de vous en faire afficher GeoGebra. Et en dessous, eh bien, on va mettre notre remarque sur cette loi normale. Première remarque. Des remarques en rouge, puisque ce sont quand même des choses assez intéressantes et assez importantes. Vous en aurez besoin très probablement dans certains exercices. Donc je mets remarques en rouge, après on va les écrire en normal. Donc, mu permet de savoir où se situe l'axe de symétrie de la courbe. Et sigma, lui, sigma influe sur la forme générale de la courbe. Deux points. Alors ça, on peut le faire très rapidement. On a une courbe de Gauss qu'on va faire relativement pointue. Et là, on va dire que ça, c'est un sigma petit, entre guillemets, hein, bien sûr. Sigma petit. Et là, à côté, on va faire une deuxième courbe de Gauss qui va être un petit peu plus aplanie. On insiste bien dessus, voilà. Et là, ici, on aura un sigma, entre guillemets, grand. Ce qui explique ça, c'est que je vous rappelle que les probabilités totales, la probabilité totale vaut toujours 1. Donc si on a peu de probabilité ici et que le total doit valoir 1, ça veut dire que ici, ça doit monter assez haut. Alors que si là, c'est plutôt aplani, ça veut dire que les probabilités sont plutôt bien réparties un petit peu partout. Voilà. Troisième remarque qu'on va écrire, alors qui est celle dont on se servait beaucoup avant qu'on ait des calculatrices capables de calculer directement toutes les lois normales qui nous intéressaient. Il faut savoir que la plupart de vos prédécesseurs de lycée eh bien, n'avaient pas des calculatrices qui pouvaient vous calculer directement les lois normales. Donc en fait, ils étaient obligés de revenir à une petite astuce, donc, qui est ici, qu'on va écrire là. Donc c'est si grand X suit une loi normale de paramètres mu sigma, on va mettre au carré, alors, si cette variable aléatoire suit une loi normale, donc de paramètre mu sigma, ça veut dire qu'il existe une autre variable aléatoire qu'on va noter grand Y et qu'on va trouver en faisant x moins mu, le tout divisé par sigma. Donc je précise, vous connaissez mu, vous connaissez sigma, ce sont des nombres. Une variable aléatoire qui va suivre cette loi normale-là, eh bien si on lui soustrait mu et qu'on la divise par sigma, vu que mu et sigma sont des nombres fixes, ça veut dire que ce qu'on obtient, c'est une autre variable aléatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette variable aléatoire, y, la nouvelle, elle suivra, elle, la loi normale centrée réduite, n01. Et donc en fait, vos prédécesseurs, qui n'avaient pas les moyens technologiques que vous avez maintenant, eh bien, comme ils n'étaient pas capables d'avoir une calculatrice qui calculait directement les probabilités de loi normale classique, ils avaient quand même la possibilité de calculer les probabilités de la loi normale centrée réduite uniquement. Donc ce qu'ils faisaient à chaque fois, c'est que dans leurs exercices, ils transformaient leurs variables aléatoires, ils soustrayaient l'espérance, ils divisaient par l'écart type, et ils savaient que ce qu'ils trouvaient, ça suivait la loi normale centrée réduite. Donc après, ils faisaient leurs calculs avec la loi normale centrée réduite,
Et puis une fois qu'ils avaient récupéré leur probabilité, eh bien, ils revenaient en arrière en faisant fois sigma et plus mu, et puis du coup, ils récupéraient à peu près les mêmes probabilités, ou ils adaptaient un petit peu les probabilités qu'ils avaient trouvées, mais bon, c'était plus de l'astuce de calcul qu'autre chose. Ça, très honnêtement, c'est important à savoir, mais vu que maintenant vos calculatrices sont capables de le faire, eh bien vous faites vos calculs directement. Et bien vous devinez ce qui va se passer. Dans notre mode stat, ce qui va changer, c'est uniquement le mu et le sigma qu'on écrivait dans les calculs. Donc on va faire un dernier petit exemple là-dessus. Exemple. Vous allez me calculer. Donc on va dire que x suit une loi normale de paramètres 0, on va pas dire 0, tiens, on va dire moins 2 et 0,75. Ça c'est fait. Ça change pas d'habitude. Donc, on va prendre la calculatrice et je vais vous demander de calculer la probabilité que x soit supérieur à moins 1. Bien. Alors, on prend le menu stat. On fait F5. On fait F1. On fait F2. C'est toujours les mêmes commandes. Donc, lower, borne minimale. X doit être supérieur à moins 1. Donc, lower, c'est moins 1. Je n'ai pas de maximum, donc il faut que ça soit plus l'infini pour upper. Mais comme la calculatrice n'est pas capable de le comprendre, je vais le mettre 10 puissance 99. Voilà. Sigma. Sigma, je le connais, c'est 0,75. Mu, je le connais aussi, c'est moins 2. Entrée, entrée. J'ai ma probabilité, environ 0,091. Et terminé. Alors, ce qu'on va faire quand même, si vraiment vous voulez une présentation nickel et puis faire bonne impression sur un futur correcteur, vous mettez quand même la formule. Voilà. On peut mettre de f de x dx. Si vous arrivez à placer ça, ça fera encore meilleur effet. 0,75 racine de 2pi. En fait, je vais écrire carrément la formule de ma fonction de densité. Exponentielle de moins 1,5 x moins 2, donc x plus 2. Le tout sur 0,75 et le tout au carré. Et dx égale environ, donc ça c'est, je le redis, c'est facultatif, égale environ 0,091. Et voilà. Là, on a fait à peu près tous les calculs directs de probabilité à faire avec une loi normale. On va juste terminer avec une petite remarque par rapport à la dispersion d'une loi normale, et on aura fini le chapitre. Alors, notre écart type, ce qu'il faut savoir. Un petit panneau, attention. On va parler des intervalles à n sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que des intervalles à n sigma? N est à part. Voilà. Eh bien, en fait, c'est tout simplement la probabilité que x se trouve autour de l'espérance, autour de mi, mais pas avec n'importe quel écart, avec un écart qui va être un multiple de sigma. C'est-à-dire, très précisément, il y a 3 probabilités à connaître. La probabilité que votre variable aléatoire soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Vous avez aussi la probabilité qu'elle soit comprise entre mu moins, et là je vais mettre en couleur, 2 sigma, et mu plus 2 sigma. Vous avez aussi la probabilité qu'elle soit comprise entre mu moins 3 sigma, ça c'est facile à comprendre, et mu plus 3 sigma. Bien. Alors, ces probabilités-là,
Pourquoi elles sont intéressantes? Parce que elles donnent toujours les mêmes valeurs, ce sont des valeurs assez précises. On veut savoir, nous, quelle est la probabilité que x se situe autour de l'espérance, autour de mu, et puis on va s'autoriser des marges plus ou moins grandes autour de cette espérance. Si on s'autorise un intervalle autour de mu, mais de taille 1 sigma de chaque côté, eh bien, on a une probabilité très précise qui est calculée, qui est environ 0,683. Pour la deuxième, elle est connue également. Alors, je ne la connais pas par cœur, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revue. Je l'ai su fut un temps. Que voulez-vous, sais-je? 0,954 pour celle-ci. Et pour la dernière, 0,997 environ. Alors, si on veut résumer tout ça, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de dire que quand je fais une expérience aléatoire avec une variable qui suit une loi normale, eh bien, j'ai toujours 68% de probabilité de me trouver autour de l'espérance quand je prends un sigma de chaque côté. Mais par contre, si je prends 2 sigma de chaque côté de mon espérance, là j'arrive à 95% de probabilité d'être dans cet intervalle. Et puis alors là, si je prends 3 sigma de chaque côté de l'espérance, on va dire que j'ai quasiment toutes les possibilités. Je suis à plus de 99%, presque 100% de possibilités. Ça, c'est quand même assez important parce que dans les statisticiens, chez les statisticiens et les probabilistes, les gens qui font des analyses de données concrètes, je rappelle que la courbe de Gauss, ça peut représenter énormément d'études concrètes, eh bien ça leur permet de savoir, d'étudier un petit peu la répartition de leurs données autour de leur espérance et de voir si ça colle avec la théorie. Et ce sera la dernière partie, le dernier chapitre de l'année. On va raccrocher encore une fois avec des raisonnements qu'on faisait avec l'intervalle de fluctuation qui était: est-ce qu'on est dans un cadre normal ou pas? Est-ce qu'on est dans ces intervalles-là? Est-ce que la probabilité qu'on a ici est vérifiée par rapport à mon expérience? Oui ou non? Si on est dans ce cadre-là, tout va bien. Si on n'est pas dans ce cadre-là, il y a un problème. Et en fait, cette partie-là va être plutôt utilisée pour les prises de décision et puis des calculs type intervalle de fluctuation. Voilà. Alors, je vous demanderai là aussi de recopier le petit schéma que je vous fournirai, justement, où vous pourrez l'imprimer et le coller, qui va représenter en fait des courbes de Gauss avec ces intervalles-là, justement, parce que si on visualise ça en termes d'air sous la courbe, on comprend bien plus ce qui se passe. Voilà. Ça clôt notre chapitre sur la loi normale. Alors j'espère avoir été clair. On va faire de toute façon plusieurs séances de classe virtuelle et puis de Discord pour vous aider. Euh, je tiens à préciser que dans tout ça, finalement, la façon d'écrire les probabilités avec des lois à densité, on l'a déjà fait depuis plusieurs semaines. Tout ce que vous avez appris sur les notations de loi à densité, les notations d'intégrale, tout ça, vous gardez. La seule différence avec cette loi normale, c'est que notre fonction de densité est plus compliquée. On ne peut pas calculer sa primitive à la main, et donc on calculera les intégrales avec notre calculatrice. Mais sinon, sur la présentation de nos probabilités, sur la façon de raisonner, rien ne change. On va garder les mêmes raisonnements que dans les exercices classiques de loi à densité plus banales. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée.